formé de Bien. Suivez, caractéristiques. On a fini avec les caractéristiques des métaux. On voit maintenant les propriétés chimiques des métaux. Nous reprenons les explications. Vous avez pu le copier. Donc, action de l'air humide, grand 1, action de l'air humide. Je vous ai dit c'est quoi l'air humide? C'est l'air qui est chargé de la vapeur d'eau. Et nous avons parlé d'une expérience. Comment savoir que l'air contient la vapeur d'eau? Vous mettez de l'eau par exemple placée dans une bouteille. Vous essuyez correctement cette bouteille et vous fermez. Lorsque vous laissez cette eau à l'air libre, vous allez constater qu'il va se former la buée d'eau sur les parois externes de la bouteille. Donc, on conclut que l'air que nous respirons contient la vapeur. Nous prenons un morceau de fer. Donc, quand on demande les métaux ferreux, nous prenons un morceau de fer que l'on expose pendant longtemps à l'air libre. Que devient ce morceau de fer? Alors, ce morceau de fer va mouiller. Et donc, un morceau de fer abandonné à l'air humide se recouvre d'une couche poreuse. Une couche poreuse de rouille. C'est-à-dire, cette couche présente des pores. Cette couche a la possibilité de faire pénétrer, c'est-à-dire l'air a la possibilité de pénétrer cette couche et attaquer le reste métal contre une attaque en profondeur. Alors cette couche de rouille donc ne protège pas le reste métal contre une attaque en profondeur du métal. Alors, donc la rouille est donc perméable. La rouille est perméable finalement à l'action de l'air. Parce que la rouille favorise la pénétration de l'air humide afin d'attaquer le reste du métal. Là, c'est pour les métaux ferreux. Les métaux ferreux sont des métaux à base de fer. Quand les métaux non ferreux, c'est quoi les métaux non ferreux? Ce sont par exemple, nous avons l'aluminium, le zinc, le cuivre, le plomb, l'étain, le cuivre, 3 points d'expansion, sont des métaux non ferreux. Que se passe-t-il pour les métaux non ferreux? Les métaux non ferreux, exposés à l'air humide, se recouvrent d'une couche imperméable et protectrice. Alors, vous voyez par exemple la toiture qui est de l'autre côté là-bas, le bâtiment qui est là. C'est quel métal? C'est-à-dire, on s'est recouvert de quel métal là? C'est le cuivre? Non, c'est la tôle. Les tôles là sont quel métal? C'est le fer ça? C'est l'aluminium. C'est l'aluminium. Vous voyez déjà l'éclat de ces tôles. Ces tôles, avec l'action de l'air, l'aluminium a formé une couche qui le protège contre une attaque en profondeur. Donc, si bien que si vous prenez une lame, vous grattez dessus, vous allez voir une poudre blanchâtre. Mais cette poudre est due tout simplement à l'action de l'air avec l'aluminium. Et automatiquement, l'aluminium forme cette couche pour protéger le reste du métal. Et cette couche est appelée couche d'alumine. Donc, cette couche est appelée l'alumine. Maintenant, vous, avec le cuivre, vous allez voir qu'il y a formation d'une couche verdâtre. Donc, le cuivre exposé à l'air libre pendant des années et des années, alors vous allez retrouver c'est-à-dire va se recouvrir d'une couche verdâtre. Cette couche est appelée vert de gris. Cette couche aussi est imperméable et protège le reste du cuivre contre l'attaque en profondeur. Si bien que vous allez retrouver les statuettes travaillées en cuivre depuis des années et des années et qui gardent la même forme. Avec le zinc, c'est la même chose. Avec le plomb, c'est la même chose. Exemple, le cuivre exposé à l'air libre pendant longtemps se recouvre d'une couche de verre de gris ou encore hydrocarbonate de cuivre. L'aluminium se recouvre d'une couche d'alumine hydratée. C'est-à-dire cette couche-là, c'est la couche alumine hydratée vient de l'eau. Le zinc se recouvre d'une couche d'hydrocarbonate de zinc. Toutes ces couches formées protègent le métal contre l'action de l'air. Donc,
les métaux non ferreux exposés à l'air libre se recouvrent d'une couche protectrice et imperméable qui protège le reste du métal contre une attaque en profondeur. Donc vous allez voir les statuettes en cuivre, en aluminium, exposées à l'air libre pendant longtemps, vous allez voir que ça garde toujours la même forme. Par contre, si c'était des tôles en zinc ou encore des tôles en fer galvanisées, il devait y avoir déjà formation de la rouille, parce que les tôles galvanisées sont faites à base de fer et sur lesquelles on a mis une couche de zinc tout simplement. Dès que la couche là de zinc se décape, automatiquement l'air fait son action. Action maintenant de l'air à chaud. À chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vapeur d'eau. Mais vous savez que les métaux brûlent aussi. Mais comment on peut brûler un métal? C'est tout simplement, il faut diviser. À l'état divisé, à l'état de limaille, c'est-à-dire limaille c'est la poudre, et à l'état de grenaille, ce sont des petits morceaux. Donc à l'état divisé, ici, limaille ou grenaille, les métaux brûlent dans l'air. Les métaux brûlent dans l'air en quantité d'oxygène en donnant des oxydes métalliques. Est-ce que celui-là? D'où on a métal plus d'oxygène, nous donne oxyde métallique. Exemple d'équation chimique. Nous avons le zinc plus oxygène, nous donne l'oxyde de zinc. Cuivre plus oxygène donne oxyde de cuivre, ou encore oxyde cuivrique. Le fer plus oxygène donne oxyde magnétique. Et cet oxyde a des propriétés magnétiques. L'aluminium plus oxygène donne oxyde d'aluminium ou alumine. Voilà. Action des acides. Exemple d'acide. Nous avons l'acide chlorhydrique. Généralement, les acides attaquent les métaux en donnant un sel et un dégagement d'hydrogène. Exemple, nous avons acide plus, c'est-à-dire réaction chimique, acide plus métal nous donne sel plus d'hydrogène. Équation chimique, voici ici nous sommes avec l'équation chimique. Suivez. Est-ce que vous suivez là? Voilà ce que nous avons obtenu. Mais on peut écrire cela sous la forme ionique. Si on peut écrire cela sous la forme ionique, on aura deux d'abord ici. Ici, l'acide chlorhydrique est une solution qui contient des ions hydrogène et des ions chlore. Donc j'écris la formule des ions hydrogène plus les ions chlore. Voilà ce qu'on obtient. Plus le zinc. Alors on obtient le zinc, les ions zinc, plus les ions chlore, plus le dihydrogène. Alors, on peut aussi réduire cette équation, mais généralement, on laisse cette équation sous la forme ionique comme ceci. Mais il y a possibilité de réduire. Si je réduis, c'est-à-dire pour trouver les ions qui réagissent et les ions spectateurs, je multiplie par 2, donc j'ai 2H+, plus 2Cl moins, plus Zn. On obtient ZN2+, plus 2Cl moins, plus H2. Je remarque qu'il y a des ions qui se répètent ici. Quels sont les ions qui se répètent ici? Quels sont les ions qui se répètent ici au premier et au deuxième membre? C'est-à-dire, on les trouve au premier et au deuxième membre. Quels sont ces ions ici? Ce sont des ions chlore. Donc, je peux simplifier les ions chlore. On dit que les ions chlore sont des ions spectateurs. Ces ions ne participent pas à la réaction. Donc, ces ions regardent seulement comment les autres réagissent. Si bien que les ions qui réagissent sont le H+, plus Zn, et on obtient Zn2+, plus H2. Voilà les ions qui réagissent. Les ions chlore sont des ions spectateurs. Est-ce que vous suivez là? Voilà ce qui se passe. Bien, donc
quand nous passons, c'est quoi qu'il est temps? Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Le sel qui se forme. Comment on va former ce sel? C'est en remplaçant l'hydrogène de cet acide par l'aluminium. Donc, on aura AnCl. Mais si on tient compte de la balance, l'aluminium a pour valence 3 et il donne sa valence au chlore. Et le chlore a pour valence 1, donne sa valence à l'aluminium. Plus H qui se dégage. Il faut chercher à équilibrer cette équation d'abord. Regardez ici. Nous avons combien d'atomes d'aluminium? C'est un atome d'aluminium. Et là, on a combien d'atomes d'aluminium? Un atome d'aluminium. Combien d'atomes d'hydrogène ici? 2. Alors, si je mets 2 atomes d'aluminium ici, si je mets 2 hydrogènes ici, là j'ai 2. Et le chlore, ici, il y en a combien? Regardez ici. Voilà, il y a 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver et ici, combien d'atomes de chlore? 3. Je viens, je place le même 3 ici. 3 fois 2 égale à combien? 6. Et j'enlève ici, je remplace par le 6. Et je reprends combien d'atomes d'hydrogène ici? 6. Pour avoir ici, je vais multiplier ici par combien? 3. Combien d'atomes de chlore ici? 6. Pour avoir ici, je multiplie par combien? 2. Et là, je multiplie ici par 2. J'ai pris cette équation sur la forme ionique. Nous avons dit donc 6 H plus Cl moins plus 2Al nous donne 2Al 3 plus. Et voilà, plus 3Cl moins plus 3H2. Je vais multiplier. Si je multiplie ici, je vais développer donc j'ai 6H plus 6Cl moins plus 2Al plus 2Al 3 plus 3Cl moins plus 3H2. Je regarde les autres qui se répètent. Quels sont les autres qui se répètent? Ici, nous avons 6, donc le chlore fondé égale à 6, qui est là, oui. Quels sont les autres qui se répètent ici? Le chlore, donc nous avons 6 chlore ici, là aussi nous avons 6 chlore. Et il va me rester 6H plus 2Al nous donne 2Al 3 plus 3H2. Voilà ce qui se passe réellement. Les autres ions sont des ions spectateurs. Donc, voici ce qui se passe réellement. Et vous devez savoir que l'acide chlorhydrique n'attaque pas le cuivre à froid. Donc, c'est très important. L'acide chlorhydrique n'attaque pas. Le cuivre à froid. Donc, pour que ça tape le cuivre, il faut que ça soit en présence d'un oxydant tel que le dioxygène. Ou encore, il faut chauffer pour que ça puisse attaquer le cuivre. Ouais. Et voilà, je me ferai prochainement. Donc, 4 actions des bases. Action des bases. Bien, nous avons reçu aussi les bases. La base que nous allons étudier ici, ce n'est que la soude. Pour le niveau 3e, on utilise comme l'acide chlorhydrique. Et comme base, on utilise la soude. Et avec les métaux usuels que nous allons étudier, notamment le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium.
C'est plus ça pour le niveau 3e. Merci. Et on